Japon, de la Thaïlande, et en fait, vous n'êtes pas dans le 40% ou 30%, où il manque des produits dans les magasins. Imaginez la puissance de feu. Alors, il y a un géopositionnement, là. Il y a un étudiant qui est dans le coin, il veut se faire 30 bahts juste en rentrant dans le 7-Eleven, ou ça se trouve, il est dans le 7-Eleven, il est déjà là, il est parti de la base de données. Pour 30 bahts, un taille, il le fait. Une photo, il vous l'envoie. Vous vous retrouvez, je parle des Thaïlandais, et donc vous multipliez les 30 bahts, les 10 bahts, disons 10 bahts pour la photo, ça lui a pris 5 secondes, ça lui a payé son shampoing, son chewing-gum, 10 bahts, 8000 ou 9000 magasins, 90 000 bahts, je paye. 80 000 bahts pour avoir une photo instantanée de tous mes rayons dans tous les magasins, je vais les récupérer de toute façon chez le fournisseur. C'est ça c'est l'Uber de ce genre de... Ça touche par rapport à des gens qui ont des produits là et qui veulent savoir si c'est bien référencé, s'ils brûlent bien un rayon. C'est quelque chose qui répond. Alors après, il y a peut-être des concurrents, il y a peut-être des gens qui le font, il y a peut-être... Et réfléchissez dans vos business, avoir une photo instantanée, il y a quelqu'un qui est dans le périmètre de là où vous voulez vérifier. Je pense, moi je pensais tout à l'heure au climatiseur en Turie, quelque chose comme ça, par exemple. Je suis payé par la marque. Personne passe, je voudrais savoir si tous mes climatiseurs sont en ordre de marque. C'est une bonne idée. C'est en photo tout de suite. Exemple, je veux savoir si mes gants en latex dans les hôpitaux sont utilisés correctement. Boum, tout de suite. Merci Frédéric, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Comment sont rémunérés les checkers? Lorsque la personne download l'application, ils répondent à un rapide questionnaire donc sur où est-ce qu'ils habitent, leur nom, prénom, âge, ce qu'ils font dans la vie. Ils ont le choix entre mettre leur bank account number ou le PayPal account. Du coup, chaque fin de mois, ils sont transférés, l'argent est transféré directement. Du cash. Ouais, du cash. Comment constitue la base de données de checkers? Pour une armée de gars? Ouais, mais c'est en Asie, beaucoup de personnes ont un smartphone. Pas mal de personnes. Avec un très petit budget marketing. Très petit. Comment on les attire, vous voulez dire? Comment on les contacte? Alors, marketing. Même à Singapour, je n'utilise quasiment aucun. Je fais pas mal de gros hacking. Désolé pour le buzz. Je fais de marketing très basique. C'est vraiment du bouche à oreille. Jusqu'à présent, on a plus de 1200 checkers sur Singapour, dans l'espace de 3-4 mois. Bouche à oreille, post sur Facebook, je vais dans des groupes Facebook où les types cherchent un boulot d'été ou un boulot à mi-temps. Vous faites un post, download l'app, tu peux gagner 5 $ en l'espace de 10-15 minutes. C'est assez simple et efficace pour eux. Il n'y a même pas de bullshit de leur vendre. Tout dépend le plus gros, je crois que c'était du 350 $, mais j'en avais fait une cinquantaine, soixantaine dans le mois. Après, la rémunération dépend de la complexité de la mission, du temps qu'il va consacrer en magasin. Ça va de 2 à 12, 15 $. Ça dépend vraiment de est-ce que c'est complexe, est-ce que je vais passer 15, 20 minutes dans le magasin ou pas, ou juste 2 minutes. Si le client veut juste avoir une photo de son produit. Et le client final, il paye en fonction d'un forfait ou il paye en fonction il paye, alors on lui fait une cotation sur le nombre de sorts qu'il peut checker et à la fin il paye uniquement les informations qu'on a réussi à lui délivrer en l'espace donné qui nous donne, la timeline qui nous donne. Ouais, alors c'est plus qu'une marche parce que c'est vraiment un peu plus qu'une marketplace. Une marche c'est assez fixe. Moi ça varie vraiment également au niveau de la complexité. S'ils veulent un report, on reste assez flexible pour le moment dans le lancement des missions. Du coup c'est un peu du cas par cas. C'est vraiment si on juge que le truc est assez compliqué à faire, que ça va nous demander du temps également à checker parce qu'il y a aussi toute la partie analyse des data collectées. Là, du coup, on facture un peu plus. Salim, merci. On va continuer les questions qu'on pose au dîner, sinon on va trop déborder. Merci pour cette belle présentation. Et on enchaîne immédiatement avec une présentation qu'on a déjà vue ici. Alban est revenu nous voir pour nous faire une petite piqûre de rappel sur VEG. Et je l'invite à nous rejoindre sur scène pour nous rappeler l'actu de VEG et où vous en êtes sur votre recherche de son. Bonsoir. Merci de me réinviter. J'étais venu ici, je crois, en avril, présenter un petit peu là où on en était. J'ai l'impression que la présentation va être un petit peu moins sexy que la précédente. Nous, on est dans l'industriel, dans le déchet, donc c'est moins sympa que l'IT et les applications. On va essayer de faire court. Alors, voilà, ça c'est le métier. On récupère du déchet et on essaie de le valoriser. Donc, on l'a fait en France, on l'a fait en Allemagne, on est en train de le faire au Chili. Donc ça, c'est un projet, une base minière au Chili où il y a 13 000 personnes qui mangent des burgers sans arrêt.
ça fait du déchet. Donc on essaie de méthaniser ces déchets-là, de les transformer également en fertilisants pour ensuite les utiliser pour les fermiers. Donc l'idée c'est vraiment de rentabiliser, valoriser au maximum tout ce qui est jeté aujourd'hui et pour s'assurer que nos solutions qui sont développées aujourd'hui en Europe sont bien applicables dans les pays en développement, comme peuvent l'être les pays d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique latine. Pas Singapour, mais la Thaïlande ou la Malaisie par exemple. Voilà, on fait des analyses de déchets, on essaie de comprendre avec des unités pilotes combien de méthane on peut récupérer par tonne de déchets traités, quelles sont les qualités du compost qu'on peut sortir après, combien on pourra le vendre, etc. Donc, en Thaïlande, ça fait 13 ans que je suis là, je travaille pour différentes sociétés, je travaille pour l'ambassade de France au départ, donc j'ai développé déjà des projets de dégazage de décharges, ça fait rêver ça aussi. Mais bon, on produisait de l'électricité, donc j'ai produit 2 MW d'électricité sur un site sur l'ouest de Bangkok. Ça fait à peu près 1500 maisons qui sont alimentées tous les jours avec ces 2 MW. Donc voilà, donc ça fait du sens de pouvoir récupérer cette énergie. Donc sur le projet qu'on est en train de développer, c'est avec Megabangna, donc on a signé un contrat de 15 ans avec ces gens-là. On a signé avec Pixi pour tous leurs magasins sur l'est de Bangkok, dans la province de Samut Prakan. On est en train de le faire avec Tesco Lotus, et puis on est en train de négocier aussi avec Central. Aujourd'hui, on a des contrats avec 2 sociétés, une 3e qui est en négociation, et puis le 4e, on a commencé des discussions. Donc, les déchets, ce que vous voyez dans les déchets commerciaux, c'est surtout des nourritures des restaurants. Il y a des packaging, du carton, du plastique, ce genre de choses-là. On s'attaque que à du déchet privé. C'est la Thaïlande, il y a des complexités dont on n'a pas idée quand on s'attaque à des déchets ménagers, les municipalités, les provinces, etc. Donc nous on a fait notre étude de marché, ça fait longtemps que je suis là encore une fois, donc on sait à combien se vendent ces choses-là. On a une technologie qui est éprouvée, qui est sur la moyenne petite taille. On n'est pas un Suez, on n'est pas un Veolia qui font que des gros trucs. Nous, notre concept, c'est vraiment des îles urbaines. C'est vraiment essayer de traiter au plus près de la source d'émission des déchets pour éliminer tous les coûts de transport, etc. Et c'est comme ça qu'on fait l'argent, c'est en éliminant tous ces frais de transport. Et on arrive à des rentabilités de 25-26% une fois que c'est financé, qui sont quand même assez intéressantes. Et c'est des choses prouvées puisqu'on les a déjà fait en Allemagne et en France par ailleurs. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi on a besoin aujourd'hui? J'étais venu ici en avril, on avait besoin de 5 millions de dollars. Aujourd'hui, on a sécurisé 85% à peu près ce montant-là. Donc on a un business partner en fait stratégique ici, une société Thaï qui est cotée sur le second marché, qui est une société de construction. On a aussi des business angels et puis un fonds français qui viennent à hauteur de 750 000 dollars. Aujourd'hui, voilà, on est toujours à la recherche de 350 000 dollars pour finaliser le tour de table. Il faut qu'on l'ait finalisé grosso modo Q1 2017. Donc on a toujours un petit peu de temps, mais voilà, on est toujours à la recherche. Et dans le même temps, on espère pouvoir avoir une aventure avec le BPA. J'étais venu en avril, ça serait bien de concrétiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on offre? Comme je l'ai dit, voilà, c'est 20% de dividendes annuels. La stratégie de sortie, aujourd'hui on a identifié 2. C'est la possibilité, certainement après les 2 premiers projets, qui sont donc IKEA 1, donc c'est le Megabangna. Le IKEA 2, c'est celui qui est c'est le Central Mall, qui est sur l'ouest de Bangkok, dans la région de Bangyai. Donc là, on va le faire financer avec un fonds français. Et donc l'idée, c'est de pouvoir ensuite, pour le prochain IKEA 3 et les autres projets publics, passer en IPO et à ce moment-là, de pouvoir faire sortir les business angels. Donc l'objectif, c'est d'ici 3 à 5 ans, on va dire, soit par un IPO, soit par une vente directe. Alors il y a Suez Environnement qui est venu s'installer en Thaïlande. On a déjà discuté avec ces gens-là. Ils ont dit que voilà, au bout de 2 projets, 2 fois 50 tonnes, c'est quelque chose qui commence à les intéresser. Et pourquoi on fait tout ça? C'est juste que, comme vous voyez un petit peu ce qui se fait aujourd'hui en Thaïlande, voilà, donc ça c'est une décharge à Samut Prakan justement. Ça c'est une photo aérienne qui a été prise l'année dernière.
la décharge en feu avec des déchets ménagers mélangés avec des déchets chimiques, les pompiers qui essaient de venir arrêter ça avec de l'eau alors qu'il ne faut jamais arrêter un feu de décharge avec de l'eau, ça s'arrête avec du sable. Donc des gens, 200 000 personnes je crois qui sont mis ensemble, un collectif, une association pour lutter justement contre ce type de décharge. La Cour de Thaïlande leur a donné raison, a condamné maire, le Pollution Control Department, toutes les entités administratives qui sont censées justement éviter ce genre de choses. Donc voilà, la situation en Thaïlande est, on peut dire, critique au niveau du traitement des déchets, et dans le même temps, l'awareness des Thaïlandais augmente, et l'allocation de l'argent pour traiter du déchet est également en augmentation, donc on essaie de bénéficier de cette vague qui va se développer assez rapidement ici. Voilà. Les drivers, on en parlera si ça vous a ouvert l'appétit autrement pour la nourriture, peut-être lors du repas tout à l'heure. Merci. Merci Alban. Là, ce sont les contacts. Alban sera avec nous au dîner. Encore un petit mot par Emmanuel. Emmanuel, tu es là. Voilà, sur Crédevo, dont on a entendu parler le mois dernier. 5 minutes pour Emmanuel pour nous parler de Crédevo. Je sais pas si tout le monde était là la dernière fois. On a présenté une start-up en relation avec la recherche clinique. Le marché de 60 milliards de dollars. Une équipe d'experts derrière. Et la